He escuchado detenidamente todas las opiniones de todos los presentes acá y son muy buenas, ¿no? Lo único que me queda recalcar es que cuidar el agua y el clima y los recursos naturales creo que es tarea de todos y de todas. Para esto, por ejemplo, en el Perú contamos con 3 regiones, costa, sierra y selva. Entonces, la gran tarea de todos nosotros y de las organizaciones que representamos en el Perú es la reforestación, que es muy importante para contrarrestar el cambio climático, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. El trabajo es duro, pero como organizaciones estamos haciendo eso. Claro, no tenemos apoyo del gobierno, pero allí estamos. También otro tema muy importante para el campesinado, para mejorar la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, es muy importante la conservación de nuestras semillas oriundas, y en esto la mujer juega un papel muy importante porque somos quienes clasificamos la semilla para continuar el sembrío y no perder nuestras costumbres y no perder nuestras semillas, que son tan importantes y son tan variadas en el Perú. Conclusión. Todo esto tiene que ver también con educación ambiental. Muchas gracias. Merci. A usted le toca. D'accord, merci. Je voudrais essentiellement dire que nous avons besoin d'un cadre de comparaison, comme vient de dire un de nos collègues. 5 éléments importants. Première, santé et la nutrition. Deuxième, le travail et les générations d'emplois. Troisième, culture. Quatrième, environnement. Et cinquième, économie. Si on met tous ensemble d'une façon holistique, d'une façon globale, regarder l'agriculture, la comparaison fera que certainement l'agriculture familiale, l'agriculture traditionnelle, l'agriculture, disons, ce qu'on appelle campesino, etc., sont certainement, apportent toutes ces valeurs ensemble, tandis que l'agriculture industrielle, il répond qu'à 1 ou 2 critères. Merci. Il faudrait absolument penser à cela. Merci, merci. Relative à question qui m'a été demandée, la source… Monsieur Parvis, s'il vous plaît. La source d'information. Oui, mais il fallait commencer par ça. Madame, vous avez 2 minutes. En un minuto, poco tiempo tengo. Sobre todo agradecer que hemos escuchado a los campesinos, ¿no? a los verdaderos protagonistas de la agricultura familiar, y creo que ellos no tienen ninguna duda de quiénes son los agricultores familiares, ¿no? Yo creo que es necesario definir y acotar la agricultura familiar a nivel nacional, pero para legislar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Para eso vamos a seguir apoyando y tenemos que apoyar entre todos a las organizaciones que lo representan. Y voy a decir una palabra solo sobre las mujeres, que se ha dicho mucho. Yo he tratado de decir al final que 2 conclusiones han salido del año fundamentales: mujeres y jóvenes. Ese es el futuro de la agricultura familiar y por ahí tenemos que estar apostando. Incluso el año pasado, en el año internacional, se hizo una conferencia internacional para tratar de visibilizar en primer lugar la voz de las mujeres, para luego tratar de poner en red y seguir colaborando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y nada más voy a decir. Merci, madame. Au choix. 3 minutes chacun. Bueno, se ha preguntado cuáles estrategias para defender al campesinado. Yo quería decir aquí que ya hay un conjunto muy rico de estrategias en 3 niveles. A nivel de las mismas fincas, a nivel de las unidades productivas, ¿no? Se ha desarrollado la multifuncionalidad para defender a la familia. Se ha desarrollado el mecanismo de mercados nuevos, circuitos cortos, la agroecología, la pluriactividad, la cooperación entre las familias, pero también la memoria histórica, la memoria colectiva es un instrumento bien. A nivel más alto, hay la estrategia de estar presente en los foros internacionales, como el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, el Parlamento Europeo.
Y en tercer nivel, el nivel más visible, hay los bloqueos, las huelgas, las manifestaciones, hasta quemar el McDonald's pertenece a eso, ¿no? Es importante también, no hay nada que hacer. Mira, hay dos grandes desafíos. Las estrategias hay. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que resolver? Primer problema, ¿cómo vincular más fuerte estas manifestaciones más visibles con lo que pasa al primer nivel, no lo que pasa, la adaptación a nivel de la finca? Esto todavía, cómo vincular estos dos, es un gran problema. Segundo desafío es cómo vincularse más este movimiento con los grupos urbanos. Evidentemente el eje allá es la alimentación, es la vida, es la defensa de la vida. Sí, pero allá todavía hay que hacer mucho. Disculpo para mi español tan feo, pero cabe mejor en un minuto que el inglés. Deux points pour essayer de faire le tour des questions qui m'ont été posées ou qui m'ont été suggérées par les interventions de la salle. D'abord, effectivement, la définition de l'agriculture familiale. Alors, on ne va pas de nouveau rentrer dans ce débat qui a occupé toute l'année 2014, mais tout de même, je voudrais préciser, effectivement, il n'y a pas d'un côté des gens qui travailleraient avec une houe et de l'autre des gens qui auraient accès aux technologies. Si c'est ça le message qui a été compris dans mon exposé, je le regrette parce que ce n'est pas celui que je voulais faire passer. Et vous aurez remarqué que dans la petite vidéo qui a été projetée, il y avait bien un tracteur des deux côtés, mais ils n'étaient pas de la même taille. Alors pour autant, le niveau de capital en tant que tel, de même que la surface cultivée, n'est pas un critère de classement des agricultures familiales ou entrepreneuriales. Ça aussi, ça a été une conclusion importante de l'année internationale de l'agriculture familiale. Dans chaque pays, les trajectoires historiques définissent ce qu'est une petite exploitation agricole familiale. En France, elle aura 50 hectares. Dans le delta du fleuve Rouge, elle aura 0,3 hectares. Et chaque trajectoire historique de chaque pays définit ce que peut être une exploitation agricole entrepreneuriale. Donc je crois que ni la surface, ni le niveau de capital ne sont des critères pertinents de définition. En revanche, qui travaille ? Et c'est là, il me semble-t-il, qu'il y a une véritable ligne de fracture. Dès lors que la plus grande partie du travail, si ce n'est la totalité, est réalisée par des ouvriers salariés, on bascule dans un fonctionnement qui est radicalement différent, où le travail devient un coût. Et dès lors que le travail devient un coût dans la comptabilité, alors la rentabilité s'assoit sur l'écrasement de ce coût et sur l'écrasement du travail au profit du capital. La véritable ligne de fracture, me semble-t-il, elle est là, même si évidemment entre ces deux pôles que je suis en train de décrire, il y a une multitude de situations intermédiaires dans chaque pays, bien sûr. Alors, pour autant, je reviens sur cette intervention, Monsieur le Président de la FN Safer. 1 milliard d'individus travaillent à la houe avec uniquement des outils manuels sur notre planète. Et ce sont encore eux qui contribuent à produire la plus grande quantité de nourriture sur la planète. Ne l'oublions pas, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est le fruit de trajectoires d'accès au capital extraordinairement différentes entre chaque type d'agriculture de chaque pays et entre chaque pays. Alors, donc, je ne voudrais pas qu'on ressorte de cette séance en ayant l'idée que d'un côté, il y a des gens qui travaillent sans technique, d'autres qui ont accès à la technologie. Et je crois qu'il faut distinguer clairement ces deux mots, technique et technologique. Quelqu'un qui travaille avec des outils manuels dans une parcelle de culture associée met en œuvre des techniques tout aussi sophistiquées, tout aussi complexes, et je dirais même largement plus complexes que celui qui, avec 3 produits chimiques et un tracteur puissant, met en place une culture, une monoculture destinée soit au marché intérieur, soit à l'exportation, d'ailleurs, peu importe. Okay. Le deuxième point sur lequel je vais terminer, ça va être plus court, c'est que c'est le lien qu'il nous faut faire entre modalités d'accès aux ressources et modalités d'usage des ressources. Et je dirais que c'est, je pense, un des thèmes centraux que nous voulions porter dans ce forum. Pourquoi ? Parce que dans les réunions nationales ou internationales qui ont lieu sur ces questions, en général, les choses sont peu mises en relation. D'un côté, on a des experts
des organisations paysannes qui travaillent sur les modalités d'accès au foncier, sur les modalités de sécurisation du foncier, avec des juristes, des anthropologues, etc. Et puis de l'autre, des gens qui travaillent sur les modèles agricoles, sur la révolution agroécologique, mais ces deux mondes s'ignorent en grande partie, et un des objectifs de notre forum ici, c'est d'arriver à faire le lien entre modalités d'accès et de répartition des ressources et modalités d'usage de ces ressources. Voilà, merci. Merci Hubert. Madame Elgar, je ne veux pas vous refuser parce que vous venez de loin, mais 30 secondes. Bien, solamente tener en cuenta de que necesitamos tener una agenda común entre todas las organizaciones basados en el tema de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, pero teniendo en cuenta también que estos problemas son políticos y necesitamos también soluciones políticas. También cambiar nuestra orientación en nuestras organizaciones, no tanto discursos ideológicos, sino el trabajo in situ. Y disculpen, pero creo que el tiempo siempre ha sido menor para nosotras las mujeres. Queríamos equidad de género. Vimos que los varones tuvieron más tiempo y no les cortaron la participación. En cambio, nosotros sí nos han reducido el tiempo. Disculpen, pero es mi petición como mujer. Muchas gracias. Madre mia, vous n'êtes pas gentil du tout. Mais c'est de bonne guerre. Pour ne pas retenir davantage, je dirais que j'ai commencé, entre autres, avec deux mots, mythe et réalité. Je vais essayer de terminer avec deux autres mots, inquiétude et espoir. Il ressort de ce que j'ai entendu depuis la table et des échos, de ce que nous avons entendu, de mon point de vue, des sujets qu'on peut ranger dans le registre de l'inquiétude. Les chiffres qu'on a entendus par rapport à la population, par rapport aux besoins alimentaires, par rapport à l'accroissement de la population, par rapport à la dégradation des ressources, que ce soit terre, eau, salinisation, je pense que ce sont quand même des objets d'inquiétude. Les besoins, le soutien qui est indispensable pour que l'agriculture familiale, dont on reconnaît les avantages et les faiblesses, puisse se maintenir et contribuer à relever les défis, ces besoins sont importants, mais en même temps, dans les pays du Sud en particulier, il y a un effacement de l'État ou un défaussement de l'État sur d'autres acteurs. Ces objets d'inquiétude font courir un risque assez important d'ordre sanitaire au niveau de la santé humaine, d'ordre environnemental sur les ressources, d'ordre du domaine de l'accroissement des effets du changement climatique. Donc, le registre d'inquiétude, on pourrait le multiplier. Et pour que les gens, que nous puissions aller manger un peu plus tranquillement, je m'arrête là sur le registre des inquiétudes pour parler du registre des espoirs, de l'espoir. Sur ces registres, on peut ranger la conviction ou le sentiment qu'on a partagé du rôle et de l'importance de l'agriculture familiale, de la nécessité de la défendre, quand bien même, comme l'a dit quelqu'un, autant tout le monde reconnaît son importance, autant ceux-là qui décident, y compris dans les institutions internationales, ne jouent pas totalement le jeu, appelons-le comme ça. Espoir aussi sur la nécessité indispensable d'orienter ou de définir des politiques publiques assez fortes en faveur de ce secteur. Sur la nécessité aussi de regarder de manière plus lucide les enjeux et les contradictions dans les enjeux entre ce qu'on peut appeler les agricultures familiales du Sud et les agricultures familiales du Nord. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a dans des circonstances, et on l'a dit, des enjeux et des contradictions quand bien même vous partagez ce type de forum. Mais cette prise de conscience, pour moi, est un élément important. Dernier élément, la nécessité de se regrouper, de fédérer les initiatives, de se mobiliser pour agir sur les
problèmes politiques, sur les politiques publiques. Parce que la question, elle est économique, elle est sociale, mais elle est également politique. Dès lors que les acteurs politiques qui définissent les choses agissent ou prennent des actions qui se traduisent autant sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Donc, entre ces deux bornes des inquiétudes et de l'espoir, il m'apparaît, au milieu des deux, quelque chose. Un besoin prégnant, important, d'améliorer et de renforcer les connaissances. En quoi faisant? En systématisant les connaissances que nous avons des systèmes, des économies, dans les deux cas de figure qui ont été analysés, en faisant tomber le mythe de l'importance ou de économique de l'agrobusiness à travers ce qui a été dit, pour que les gens le comprennent. Tout le monde ne le comprend pas, tout le monde ne le perçoit pas. Donc, il faut qu'on puisse le documenter et le porter. Le besoin de documenter les expériences, des histoires de vie ou les success stories, mais également des contraintes. Et enfin, de mener des recherches complémentaires qui accroissent notre connaissance et notre compréhension des choses, qui peut être une arme importante pour atténuer nos inquiétudes et transformer nos espoirs en réalité. Je vous remercie.